Aujourd'hui, mon propos traitera des musées, notamment comment aujourd'hui le football, le sport et le football en particulier entrent dans les musées. Et donc la réflexion est encore en état d'ébauche, et en état de défrichement. Donc je vais donner des jalons pour une réflexion historiographique sur la place du football dans les musées de société. Donc je commencerai par parler de la distance, ou plutôt d'une espèce de déni des musées de société sur la thématique du sport, et en particulier le football. Donc aujourd'hui, on rentre dans un moment assez nouveau dans l'idée que le football puisse pénétrer dans les musées, dans les musées qui sont en France, je parle notamment de la France, des lieux éminemment culturels, éminemment fermés à la culture populaire, aux classes populaires, aux milieux populaires, aux pratiques populaires en général. Donc, mais progressivement, les choses commencent à changer. Je vous donnerai quelques exemples très très près d'ici. Je pense notamment au musée du Louvre à Lens, qui, je pense que vous connaissez le musée de Lens, et surtout la proximité avec le stade de Bollaert-Pellelis, qui ont eu du mal à penser une exposition sur le football lors de l'Euro 2016. Donc mon propos portera sur deux grandes parties, réparties sur deux grands enjeux. Le premier enjeu, c'est comment les clubs de football aujourd'hui ont compris l'intérêt de consacrer une bâtisse qui porte sur leur histoire, sur leur mémoire, sur les grands moments de leur histoire. Et ensuite, je traiterai de la façon dont les musées de société, des grands musées, commencent à comprendre l'intérêt de faire entrer le fait sportif, le football, dans les manifestations culturelles, dans les expositions notamment. Voilà, donc aujourd'hui, quand on parle de la place du football dans les musées, il faut se rappeler que c'est relativement nouveau. Bien sûr, il y a des clubs pionniers, je pense notamment à des clubs comme le Benfica, comme Manchester United ou le Barcelone, qui ont compris la place importante des musées dans leur histoire, autour du stade notamment. Donc, la première partie portera sur... la première partie traite de l'invention, j'ai envie de dire, d'une communauté de supporters. Comment les clubs de football vont consacrer les musées comme des espèces de bâtisses, des espèces de lieux de lieux qui va permettre de scinder, qui va permettre de lier au sens religieux du terme, les communautés de supporters, les communautés entre elles, une espèce d'esprit de famille, une espèce d'invention d'un lien. Donc bien sûr, à travers les musées du football, les musées de club notamment, on aura plusieurs thématiques, on aura plusieurs thèmes abordés, on aura plusieurs pistes. L'une des premières pistes, c'est les fabuleuses histoires. Ce sont les fables, ce sont les histoires très 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 souvent inventées, très 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 souvent édulcorées sur la création des clubs, sur la formation des clubs, sur les fondations des clubs. Mais bien sûr, pour nous historiens, quelquefois c'est totalement faux. Mais c'est aussi une façon aussi de créer, de fabriquer, d'inventer son histoire. Deuxième piste, deuxième moment aussi dans ces musées de clubs, c'est évoquer les grands moments, les grands matchs, la grande histoire, l'épopée, comme je dis, de ces clubs. Bon, bien sûr, donc, si vous imaginez, si on prend l'exemple de Manchester United, par exemple, un club sur lequel j'ai notamment travaillé, bien sûr, c'est la fameuse Coupe d'Europe, la Coupe d'Europe des clubs champions
remporté à Wembley en 68 avec George Best, Dennis Law, Sir Bobby Charlton. C'est aussi les personnalités marquantes de ces clubs. Euh, pour reprendre encore l'exemple de Manchester United, c'est John Henry Davis, par exemple, c'est le créateur de Manchester United, le club qui a été créé en 1902. Et c'est les grandes figures du club, à la fois comme dirigeant, comme entraîneur, comme joueur. Comme dirigeant, comme entraîneur, notamment Sir Matt Mesby, Alex Ferguson aujourd'hui. Manchester United, par exemple, a la particularité d'avoir deux entraîneurs anoblis. Donc Sir Matt Mesby et Sir Alex Ferguson. Et c'est aussi des joueurs mythiques. Là, je pense notamment aussi il y a également une autre particularité avec le club de Manchester United. C'est l'un des seuls clubs à avoir trois joueurs Ballon d'Or. Dennis Law, Bobby Charlton et le troisième joueur, George Best, Dennis Law et Charlton. Voilà, donc ici une nouvelle fois, on va essayer de créer, on va essayer d'inventer une histoire, des histoires, j'ai envie de dire, une espèce de créer une espèce de storytelling, comme on dit en anglais, quoi. Voilà. Et de cette façon, l'idée, c'est de construire une histoire commune. C'est faire de telle sorte que ce musée, le musée des clubs, devient un lieu du lien entre la famille des supporters, entre la communauté des supporters. Donc, au sens anthropologique du terme, on retrouve cette idée quasi religieuse d'un club qui doit créer, qui doit inventer son histoire, qui doit fabriquer une communauté, qui doit fabriquer une espèce de population des gens qui appartiennent à un même destin, qui appartiennent à une même vision du football. Voilà, une même vision du club. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver, qu'est-ce qu'on peut trouver de symbolique, d'emblématique dans ces musées de clubs? Donc, je prendrai deux exemples. Si vous avez l'occasion d'aller à Barcelone, sachez que le musée du FC Barcelone fait partie des lieux par excellence les plus visités à Barcelone. Le musée du FC Barcelone rivalise avec le musée Picasso ou avec le musée olympique. Près de 1 million de visiteurs ont visité le musée de Barcelone l'année dernière. Donc, pour une question économique, ça occupe une place très très importante dans la structure financière du club. Et le musée de Barcelone, c'est aussi une image de la catalanité. C'est aussi une image, une vision d'un esprit, bien sûr, d'une invention d'un esprit catalan. Je pense notamment à des grandes figures du FC Barcelone. Si vous avez l'occasion d'aller dans ce musée, vous verrez la place occupée par les symboles, par les couleurs, par le jeu, par l'esprit, par l'idée, par les matchs. Par les personnalités, je pense notamment à Johan Cruyff. Donc, ce musée du FC Barcelone, ça va au-delà d'un musée sportif, ça va au-delà d'un lieu où les visiteurs viennent voir les matchs et les grands moments. C'est aussi un lieu qui, à travers des initiatives, à travers des symboles, à travers la muséographie, à travers la scénographie, nous donne à voir sur l'idée de la catalanité, sur l'idée sur l'idée même de Barcelone. Qu'est-ce que c'est Barcelone? Qu'est-ce que c'est la ville de Barcelone? Qu'est-ce que c'est jouer à la barcelonaise ou jouer à une espèce de jeu catalan? Donc c'est quand même assez intéressant pour nous, historiens, c'est assez intéressant pour essayer de défricher cette nouvelle façon de construire, de travailler sur les symboles, sur les emblèmes d'une ville, et comment un club de football participe à cette invention de la catalanité, si je prends l'exemple de Barcelone. Un autre exemple, c'est celui de Manchester United. En 86, ou plutôt en 84, un des dirigeants de Manchester United, qui s'appelle Denzel Haroun, fait un voyage au Portugal, notamment à Lisbonne. Visite un des sites du Benfica. Et il est assez marqué par une magnifique salle dédiée aux supporters. Il revient à Manchester, il dit voilà, il faut absolument qu'on ouvre un musée. Il faut qu'on ouvre un musée pour rendre hommage à toute cette armada de supporters qu'on a à la fois au Royaume-Uni et en dehors
en dehors du Royaume-Uni. Je rappelle par exemple que Manchester United était, avec la Juventus peut-être, l'un des premiers clubs à avoir des supporters extraterritoriaux. C'est-à-dire, par exemple, l'un des premiers clubs du supporter de Manchester United était un club qui a été créé en 1961 à Malte. Voilà, donc ça vous donne un petit peu l'idée l'idée de cette mondialisation des supporters de Manchester United à travers le monde. Donc, qu'est-ce qu'on trouve concrètement dans le musée de Manchester United? Donc, en 86, création des musées, bien sûr, aux abords du stade Old Trafford, dans le quartier de Trafford. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? D'une façon symbolique, à travers une espèce de parcours muséographique qui à la fois joue de l'inside, c'est-à-dire de l'intérieur et de l'extérieur, on trouve par exemple des objets qui rappellent une épisode tragique de l'histoire de Manchester United. C'est le 5 février 58, la mort de plusieurs joueurs de Manchester United lors d'un retour du match de Coupe d'Europe contre l'Étoile Rouge de Belgrade, le fameux crash de Munich. Et dans cet accident tragique, le club perd des joueurs fabuleux, notamment Duncan Edwards, qui était vu comme l'un des sauveurs du football anglais. Et au musée de Manchester United, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit? À l'extérieur du stade, on voit une horloge où est marquée l'heure exacte de l'accident de Munich. À l'intérieur du musée, on trouve également, dans une scénographie assez émouvante, des photos du crash, des photos qui viennent à la fois des journaux allemands et des journaux anglais, des emails, des témoignages également tragiques, des témoignages très très poignants de Sir Bobby Charlton. J'ai eu l'occasion de faire un entretien avec Sir Bobby Charlton, et dans l'entretien, il y a quelque chose qui m'a marqué. Il me dit, moi, de l'accident de Munich, je retiens deux choses. La première chose, c'est le froid, et surtout, c'est le bruit du métal. Donc encore aujourd'hui, je suis très 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 marqué par cet épisode où j'ai perdu des proches, j'ai perdu des amis, et j'ai perdu une grande partie également de mon sourire, de ma vie, quoi. Voilà, donc ça fait partie aussi de l'histoire de Manchester United. Donc je me rappelle que chaque 7 février, le club rend hommage à ses joueurs, à ses dirigeants, puisque dans cet accident, dans ce tragique accident du 7 février 58, il n'y a pas eu que des joueurs, il y a eu des journalistes, il y a eu des dirigeants, etc. Donc le crash de Munich fait partie de l'histoire, de la mémoire du club de Manchester United. Et la scénographie, c'est-à-dire à l'intérieur du musée, le musée il y a une partie du musée consacrera vraiment cet épisode d'une façon scénographiquement parlant, d'une façon très 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 riche et très 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 émouvante. Donc, ici, le club a voulu faire du crash de Munich quelque chose qui permettait de parler à la fois du passé et surtout comment cet accident tragique de Munich va permettre de faire évoluer, de faire changer l'image de Manchester United. C'est-à-dire que j'ai presque envie de dire, d'une façon je dirais, étrange, cet accident de Munich va permettre à beaucoup de gens de connaître Manchester United. C'est-à-dire que c'est presque le premier pas de la globalisation, de la mondialisation, de la popularité mondiale de Manchester United à travers le monde. Deuxième partie de mon propos, c'est quand les musées s'intéressent au football. Comment aujourd'hui, progressivement, on se rend compte que des musées de société ont pris le pouls, ont pris l'idée de l'importance du football comme fait culturel, comme fait aussi pour comprendre les mutations des sociétés contemporaines. Comment aujourd'hui on peut ou ne pas être surpris de voir la place du football dans les musées. Ce fait, pour nous Français, c'est assez étonnant. Mais si vous avez l'occasion d'aller en Angleterre ou voir dans d'autres pays, il y a la correspondance, le lien entre football et culture n'est pas du tout
n'est pas du tout séparé. Si en France, on a encore du mal à intégrer le football comme un fait culturel, au sens large du terme. Il n'y a qu'à voir, par exemple, si vous avez l'occasion d'aller au musée Orsay, vous serez surpris de voir la place consacrée. Je rappelle que le musée Orsay, c'est le musée du 19e siècle. La place consacrée au sport, la place consacrée à l'inspiration artistique qui renvoie au sport. Le sport est très faible au musée Orsay, ce qui n'est pas le cas, par exemple, si vous allez au British Museum ou plus loin, si vous avez l'occasion d'aller, par exemple, à l'American Folk Art Museum, là, vous pouvez vous rendre compte que le baseball ou le basket occupe une place importante dans le fait culturel américain, dans la société américaine en général. Voilà, donc ici, on se rend compte que des musées vont s'intéresser au football parce que, à travers le football, on peut non seulement évoquer des sujets brûlants, et également le football permet également d'avoir une espèce de miroir de la société, et ça permet également de pointer des thématiques au sens large. Je prends l'exemple de l'immigration. Donc en 2010, on a eu l'occasion, le Musée national du sport et la Cité de l'immigration, avec des historiens, notamment Yvan Gasto, une exposition sur football et immigration. C'est-à-dire comment aborder la place des différentes vagues migratoires en France à travers le sport. C'est comment le football nous a permis de lire la place la place de l'immigration italienne, avec l'exemple de Michel Platini, la place de l'immigration polonaise, avec l'exemple de Raymond Kopa, la place de l'immigration maghrébine, avec l'exemple de Zinedine Zidane. C'est-à-dire qu'à travers l'équipe de France et à travers le championnat de France, on a voulu mettre à nu dans cette exposition différentes vagues migratoires, différentes perceptions et représentations de l'immigré, et également comment l'équipe de France est à certains points de vue, est beaucoup plus ouverte que la société française en général, et surtout faire un véritable tacle de cette idée que l'équipe de France plurielle est née en 98. Donc on s'est rendu compte à travers déjà les parcours de certains joueurs, qui est déjà lors de la Coupe du Monde 38, l'équipe de France 38 était composée quand même de ce qu'on peut aujourd'hui parler de la France de la diversité, puisqu'on avait dans cette équipe, on avait Larry Ben Barek, originaire du Maroc, on avait Raoul Diagne, dont le père était originaire du Sénégal, et d'autres joueurs extra-européens, Yvon Dieu, etc. Donc, avec la cité d'immigration, c'est presque le premier pas qui fait le lien entre football, fait social et l'immigration. D'autres musées ont pris le pas. Je pense notamment au musée ethnographique de Genève, qui, en 2010, lance une exposition qui est intitulée Hors-jeu, sur différentes facettes du football, et notamment sur le fétichisme, sur la superstition, sur le folklore, sur la religion, sur la place de la religion, sur également la place de plus en plus importante des femmes dans le football. Donc ce musée anthropologique a voulu mettre le football au cœur des réflexions anthropologiques, au cœur des réflexions ethnographiques. Et enfin, je terminerai par un exemple sur le Musée national du sport. Donc, j'assure actuellement la direction scientifique du Musée national du sport. Et dès mon arrivée en 2017, j'ai tenu à ce que le football, ou plutôt le sport, s'inscrit dans les expositions des sociétés. Ça veut dire que concrètement, essayer de faire de telle sorte que les expositions les expositions lancées par le Musée national du sport ne soient pas des expositions 100% sport. Un exemple de cette initiative d'intégrer le sport comme un fait culturel, ce qui n'est pas du tout évident en France, surtout ce qui n'est pas du tout évident dans les musées, et ce qui n'est pas du tout évident dans ce qu'on appelle la grande culture, c'est de dire par exemple qu'à travers une exposition sur sport et mode, on peut évoquer les transformations des matières, on peut évoquer les transformations de la silhouette, etc. Aujourd'hui, la dernière exposition qui va avoir lieu au musée traitera
de l'euro. Et ici, dans cette disposition sur l'euro, on a voulu faire, faire telle sorte que l'Europe du football a presque dévancé l'Europe politique. Donc je rappelle que l'UEFA est créé en 54 et après, les initiatives sont beaucoup plus ouvertes. Et je prends l'exemple de cette Europe du football qui est beaucoup plus large en insistant sur le fait qu'Israël fait partie de l'UEFA, que la Turquie fait partie de l'UEFA, la Turquie, Israël participe au championnat d'Europe des nations. Voilà. Donc, pour conclure, je dirais que on assiste à un développement des musées de football en France. Aujourd'hui, il y a plusieurs initiatives. Il y a 2 ans, le musée à Saint-Étienne s'est ouvert le musée des Verts. Lyon aura également son musée, mais pas spécifiquement le musée de l'OL, c'est un peu plus élargi. Et dans quelques mois, voire dans quelques années, on aura également un musée de l'OM. Et hier, par exemple, dans l'équipe, j'ai lu que le président Vladimir Kita avait demandé à l'ancien joueur, l'ancienne légende, j'ai envie de dire, du FC Nantes, José Touré, de participer à l'élaboration, du développement du musée du FC Nantes. Donc aujourd'hui, on arrive progressivement à une espèce de volonté, une espèce de boulimie de mémoire, de boulimie mémorielle et surtout une espèce de boulimie d'inventer l'histoire d'un club. Merci.